Bonjour et bienvenue au Forum Radio Gidon. Vous êtes l'invité Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Alors avec bien entendu au centre de cette émission l'affaire Cahuzac et ses conséquences, comment en sortir par de nouvelles lois, par une opération main propre ou par la pression de la rue. Mais pour commencer, Jean-Luc Mélenchon, un diagnostic sur cette crise que traverse la France. C'est quoi? C'est une crise politique, une crise démocratique, une crise morale ou une crise de régime? Ce n'est pas une crise. C'est quoi? La crise, ça voudrait dire qu'à un moment ou à un autre, on reviendrait à la situation antérieure, que ce serait à un moment quelque chose de grand trouble avant un retour à la normale. Nous ne reviendrons jamais à la situation antérieure, c'est-à-dire... Et qu'est-ce que vous appelez la situation antérieure? La situation antérieure, c'était celle où les choses allaient brinque-ballantes, cas un cas, avec de temps à autre, ici, là, une explosion d'affaires, l'espèce de petit refrain qui faisait le fond de l'air à ce sujet, et où les choses néanmoins continuaient leur cours. Je pense qu'il y a un avant et un après Cahuzac dans notre pays. Je pense que là, la limite a été franchie. Alors pourquoi il y a un avant et un après Cahuzac et vous dites on reviendra pas à la situation antérieure? Ça veut dire qu'on est dans une situation pré-insurrectionnelle? Non, une situation de bifurcation. Vous voyez, c'est très important à comprendre le concept de bifurcation, c'est-à-dire c'est une dynamique d'événements et la trajectoire change. C'est-à-dire que la masse des Français comprend que quelque chose doit changer fondamentalement et radicalement dans l'organisation politique de notre pays. Ça, c'est une conscience qui est très répandue. Et c'est à cette conscience qu'il faut apporter une réponse positive et progressiste, ce que je fais avec mes amis du Front de gauche, avec cette proposition de la 6e République, pour laquelle nous organisons une marche citoyenne le 5 mai prochain. Alors on va en reparler, mais d'abord on revient sur l'affaire Cahuzac, ce qui s'est passé autour de l'ancien ministre du Budget. D'abord, c'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? Est-ce que c'est la faute au système politique dans sa globalité ou c'est la faute à la place des élites dans la société française? D'abord, faites attention avec les mots. Les voyous et les corrompus ne font pas une élite. Parce que souvent, et j'ai lu ça encore hier dans un journal... Certains se demandent si la France n'est pas malade de ses élites aujourd'hui. Non mais ces élites, pardon, c'est pas une élite ça. De quoi on parle? On parle de 2-3 bandits, de gens qui parviennent à s'infiltrer un peu partout, qui n'ont aucune espèce de conviction politique, qui ne voient qu'une seule patrie, l'argent, et qui pourrissent tout ce qui touche. Mais c'est pas une élite ça. L'élite c'est l'ouvrier hautement spécialisé, c'est le médecin, c'est l'architecte, c'est l'infirmier, et tout ça au féminin bien sûr. C'est ça l'élite de la société. Ça c'est pas une élite, c'est une petite caste. Qui est l'épiderme, enfin c'est-à-dire la ligne que vous voyez qui sert de protection de zone de contact à l'oligarchie qui sont les puissants pleins d'argent qui sont derrière. Voilà. L'oligarchie des puissants. Est-ce que vous dites c'est la gauche seule qui est décrédibilisée? C'est la gauche globalement, en tout cas la gauche au pouvoir, le Parti socialiste et la majorité, ou c'est la décrédibilisation de tout le personnel politique? C'est un système qui est décrédibilisé. Il faut faire très attention avec les mots qu'on utilise, parce que voyez-vous... Et c'est bien quand c'est vous qui le dites d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais moi je fais très attention aux mots que j'utilise, je les utilise de la manière la plus performante qui soit, la preuve, vous le voyez bien. Je crois au mot obus, je crois à la fonction sacrée de la parole. Oui, bien sûr. Faisons attention à ce qu'on dit. N'appelons pas élite ceux qui n'en sont pas et ne disons pas, par exemple, comme le fait Harlem Désir, tous pourris. Il dit pas ça, il dit que ça peut conduire aux tous pourris. Non, il dit que tous sont suspects d'actes pourris. La preuve, il propose un référendum pour renforcer les contrôles sur tous les élus, tous les hommes et les femmes politiques du pays, ce qui est une manière de dire qu'ils sont tous suspects et donc tous suspects d'être pourris. On parlera des solutions, non, mais attendez, c'est lui qui dit ça, ouais. Et c'est à moi qu'on le reproche. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis il y a un système qui, par sa manière de fonctionner, conduit à ce résultat. Quel est ce système? Premièrement, d'un côté, des institutions ultra rigides qui font remonter tous les pouvoirs sur une seule personne et qui, du coup, déresponsabilisent tous les autres étages. Et tout dépend de la faveur du prince. Deuxième élément, à côté de ce système ultra rigide, inventé en 1958, réformé 23 fois sans que le peuple soit jamais appelé à donner son avis, sinon 2 fois sur 23, et vous savez que l'actuel chef de l'État a encore l'intention de le changer 4 fois par 4 lois constitutionnelles, sans convoquer de constituants. Bien, d'un côté un système ultra rigide et déresponsabilisant, et de l'autre un ultralibéralisme qui a déferlé
et en quelque sorte englober dans son idéologie les principaux, les puissants, les personnages qui sont au poste de commande de l'entreprise ou de l'État. Et puis une circulation s'est mise à s'établir où l'on passe de l'un à l'autre, des hauts postes de la fonction publique aux hauts postes des emplois privés, tous ces gens étant persuadés que comme demain sera plus dérégulé qu'hier, ce qui est aujourd'hui illicite sera légal demain. Et donc l'argent, progressivement, aura tous les droits. Et vous les entendez vous dire, tranquillement, mais enfin ouvrir un compte à l'étranger, ça n'est pas illicite, et tout le monde de dire, ah ben... Ça, je ne sais pas qui dit ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Si, l'avocat de Madame Le Pen, qui a ouvert le compte de Monsieur Cahuzac. Il dit... Tout le monde ne dit pas ça, c'est ça que je dis, tout le monde ne dit pas ça. Deuxièmement, nous entendons l'ancien trésorier de campagne de François Hollande dire « J'ai ouvert un compte, mais ce n'est pas illicite. » Ils disent tous « Ce n'est pas illicite. » Je crois qu'il dit qu'il avait des opérations via... Écoutez, nous demanderons à son avocat, il n'a pas besoin de vous pour ça. Non, mais je dis quand même les choses. Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Il dit qu'il avait ouvert, qu'il avait des affaires qui passaient par les IKEA et que c'était déclaré aux services fiscaux français. Voilà, donc c'est bien ce que je suis en train de dire. Il est en train de dire que ça n'est pas illicite. Nous sommes d'accord? Bon. Donc ça ne serait pas illicite. Mais pour autant, qu'est-ce qu'un paradis fiscal? C'est l'endroit où l'argent du crime, l'argent de la prostitution, du trafic d'êtres humains, l'argent de la drogue vient servir de garantie à l'argent volé au fisc et à l'argent de quelques rares personnes qui mettent là de l'argent par hasard, ce que je ne crois jamais. Autrement dit, voici ce que j'ai à dire, on ne met pas d'argent dans un paradis fiscal autrement que de façon criminelle. Voilà. Et le sentiment partant de ce contexte. Mais oui, par conséquent, le sentiment d'irresponsabilité qu'ont ces gens, c'est de se figurer que tout ça est normal du moment que le font et trouvent curieux qu'on leur pose des questions sur le sujet. Voilà. Les paradis fiscaux pourraient être éradiqués et ils devraient l'être. Donc c'est ce que vous demandez au pouvoir actuel et à l'Europe, éradiquer les paradis fiscaux. Mais ça, on va s'en occuper. Puisque vous êtes député européen. Eux ne feront rien. Écoutez, en 2008, nous étions au sommet de la crise, ils ont tous mis la main sur le cœur, ils ont fait une liste de paradis fiscaux, tout le monde se rappelle de cette pitrerie, non? Hein, et à l'époque, vous me dites, alors monsieur Mélenchon, vous êtes content, ils ont fait une liste. Il y avait 11 noms sur la liste. 3 jours après, il n'y a plus personne. Il n'y a donc, depuis ce sommet du G20, si mes souvenirs sont bons, de 2008, il n'y a plus de paradis fiscaux dans le monde. Tout le monde le sait, non? Eh ben si, maintenant on découvre qu'il y en a encore. Ce qui veut bien dire que ces gens ne feront jamais rien. Vous dites, attendez, c'est pourquoi il faut préciser les choses. Ces gens, vous parlez de qui? Les puissants du G20. Les gouvernements de droite et les gouvernements sociaux-libéraux de la terre entière qui ne font rien contre les paradis fiscaux. Ils ne veulent pas le faire. C'est la même caste. Quand vous voyez que Gerhard Schröder, le tout-puissant et soi-disant inventeur du modèle allemand, appauvrisseur des salariés allemands, ruineur des droits sociaux allemands, est devenu, sitôt fini sa charge de chancelier SPD allemand, un des dirigeants de Gazprom, vous comprenez que tout ça, c'est la même caste. Voilà. Et quand je parle... Alors, ça veut dire que quand Pierre Moscovici dit, et il faut renforcer l'échange d'informations de l'Union européenne autour des échanges entre banques, ça va pas assez loin. Mais qu'est-ce que ce malheureux dit et quelle importance ça peut avoir? Il est quand même ministre des Finances. Oui, il est ministre des Finances, mais il paraît qu'il dort dans les réunions internationales. Bon, qu'est-ce que vous croyez que pèsent tous ces gens? Rien du tout. Le gouvernement français a capitulé à l'instant où il est arrivé aux affaires. Au lieu de dire à Madame Merkel, le peuple français vient de me donner un mandat, Madame, aurait dû dire François Hollande. Je lui ai promis qu'on allait renégocier le traité. Je suis désolé du désordre que cela crée, mais on va renégocier car nous sommes la deuxième puissance du continent, bientôt la première population, donc nous vous demandons de renégocier. Au lieu de faire ça, il lui dit, Madame, écoutez, je sais pas ce qu'il lui a dit d'ailleurs, mais elle a dit, bon, c'est là que vous signez. Il a signé. Alors, on va, voilà, on va... c'est tout. Donc, pardon, mais Monsieur Aziza, ça a une importance. Ouais. Quand vous cédez et que vous enlevez le principal outil que vous avez, qu'est-ce qui permet la dérégulation de la circulation des capitaux? Qu'est-ce qui permet la circulation libre et non faussée? Le traité de Lisbonne et le nouveau traité budgétaire. On revient. Le président l'a signé parce que M. Moscovici vient dire qu'il va faire le contraire maintenant. Il sait très bien qu'il vous ment. Personne ne le croit. On parlera de Pierre Moscovici tout à l'heure, de la politique économique si vous voulez, moi, et financière de la France. Mais moi, on va parler en tout cas de la politique économique du gouvernement. On revient sur l'affaire Cahuzac. L'exécutif promet un choc de moralité. Harlem Désir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, souhaite un référendum. Laurent Wauquiez, lui, propose une opération main propre. Marine Le Pen, elle veut une dissolution. D'autres, un remaniement. Et vous, en dehors d'appeler à manifester, qu'est-ce que vous proposez?
Et qu'est-ce que vous pensez de ces différentes solutions? Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier très chaleureusement de me poser la question. Parce que jusqu'à présent, on ne retient de tous mes discours qu'un mot ou deux. Un coup de balai, c'est violent, non? Pourriture, c'est violent. Je crois que vous avez parlé de pourriture. À quel propos ai-je parlé de pourriture? Parce que j'ai aussi dit des tas de choses. Alors donc. Non, mais vous voulez un coup de balai pour. Il faut que je retrouve. Voilà, retrouvez d'abord et parlez après. Il faut que je retrouve votre expression exacte. Voilà, oui, ça serait mieux. Parce que le coup de balai, vous voyez, vous me faites bien rire, vous autres les journalistes, parce que vous démarrez en meute. Et comme vous vous faites manipuler par des éléments de langage, vous prenez aucune précaution des retours de bâton qui pourraient venir. Alors donc, coup de balai maintenant, ça serait une espèce de déclaration... Voilà, excusez-moi, grand coup de balai pour purifier l'atmosphère politique. J'espère que ce que je dis vous intéresse. Oui, mais je reprécise les choses. D'accord, oui, non. Coup de balai pour purifier l'atmosphère politique et la pourriture intrinsèque du système. Voilà. On est bien d'accord. Donc parler de pourriture intrinsèque du système. Du système. Je n'ai donc visé personne en particulier, vous êtes d'accord. C'est ce que je viens de démontrer tout à l'heure en expliquant ce qu'était ce système, cette combinaison entre des institutions rigides et le règne de l'argent roi. Maintenant, je viens sur les mots parce qu'il faut y passer un instant. Le coup de balai est, paraît-il, un manifeste proto-fasciste. Alors évidemment, ça s'est répété à peu près partout, dans toute la presse. Mais votre indignation n'est jamais crédible pour la raison... Non, mais moi, j'ai pas d'indignation, je vous pose des questions. Oui, c'est l'indignation notamment de Benoît Hamon qui disait il n'y a pas besoin de coup de balai. Pierre Moscovici, coup de balai, c'est pas bien. Et tout le monde vous dit coup de balai, c'est trop violent. Et pour commémorer le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de François Hollande, ça fait un peu beaucoup pour quelqu'un, d'après ce que disent ses amis, venant de gauche. Bon. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, justement, c'est parce que je suis de gauche que je me prépare à faire tout ça. Et je ne suis pas le seul à le faire. Mais je voulais juste je n'y veux pas y consacrer plus de temps parce que ça n'a pas d'importance et je n'attache pas beaucoup d'intérêt et d'importance aux batailles qui me sont menées à chaque fois sur des mots parce qu'elles terminent toujours par la déroute de mes adversaires. Mais enfin, si le mot coup de balai était un manifeste proto-fasciste, eh bien alors, comment se fait-il que nous n'ayons pas entendu les mêmes clameurs, les mêmes stupéfactions, les mêmes indignations lorsque c'est Ségolène Royal qui disait ça en septembre 2011. Alors elle disait quoi? Elle était ulcérée par les affaires du sarkozysme, elle avait bien raison, et elle s'était exclamée contre l'UMP, je la cite, « À ce stade d'accumulation d'affaires et d'atteintes graves portées à la morale publique, la seule solution, c'est un bon coup de balai à ceux qui dirigent si mal le pays et font honte à la France. » Quelqu'un se souvient-il qu'à l'époque, on les qualifiait de purificatrices éthiques, comme on a osé le faire. C'est Libération qui a dit ça, je crois. Oui, c'est ça. Alors attendez, une question. Puisque non, mais je veux juste montrer que... Alors, par exemple, moi j'adore les facéties historiques, ça m'amuse beaucoup. Les socialistes sont indignés par le coup de balai, et ils rappellent les années 30. Alors, qui parle de balai nous ramène directement aux années 30. Alors, pas une injure près, on me compare à Déa, Doriot, qui sont pourtant déjà présents dans leur rang. Mais bon... On parlera de ça tout à l'heure. Oui. Mais attendez, alors, la facétie, c'est que j'ai publié sur mon blog une affiche, justement des années 30 et justement du Parti Socialiste où c'est lui qui manie un balai pour balayer qui, devinez, et voilà. Alors attendez, justement, puisque vous dites... Ne vous risquez pas trop à venir tirer les moustaches du tigre si vous voulez pas vous faire bouffer tout cru. Monsieur le Tigre Mélenchon, une question. Vous dites, donc vous citez des propos de Ségolène Royal, 2011, coup de balai. 2012, élection de François Hollande. Donc entre 2011 et 2012, il y a une année. Ça veut dire que vous souhaitez qu'en 2014, François Hollande ne soit plus en place? Le bain de foule dans les rues de Tulle n'était pas vraiment au programme et finalement François Hollande s'y est résigné. Une déambulation en terre connue et conquise. Oh, ça va bien. Elle me suit depuis tout à l'heure, elle était bien sage. À Tulle, on a voté Hollande à 75%. Bonjour, faudrait pas oublier d'être de gauche, non, monsieur Hollande. Jamais. Mais on serait derrière vous si vous étiez de gauche. Et malgré tout, ce fut une bouffée d'oxygène dans la tempête politique. Moi, ici, je suis chez moi, à l'aise, libre. Bon. Bonjour, faudrait pas oublier d'être de gauche, monsieur Hollande. Jamais. Mais on serait derrière vous si vous étiez de gauche. Et malgré tout, ce fut une bouffée d'oxygène dans la tempête politique.